Très bien. Alors, le deuxième cas où on s'était arrêté, je commence. Donc, le deuxième cas, il s'agit d'une femme âgée de 22 ans. Elle mesure 1,70 m pour un poids de 31 kilos. Donc, son poids 2 ans avant le début de ses troubles, il était de 50 kilos. Et au cours du dernier mois, elle a perdu 2 kilos. À l'entretien, elle se dit se sentir bien, elle estime avoir un poids normal. Et d'ailleurs, elle a une activité physique régulière, elle se sent en forme, bon, légèrement fatiguée, mais sans plus. Ses analyses montrent une albuminémie de 33 grammes par litre, une CRP inférieure à 5 mg par litre, et aussi on constate une aménorrhée depuis une année, c'est-à-dire une absence des règles depuis une année. Donc, mis à part ça, son ionogramme, sa formule et ses plaquettes sont normales, à des taux normaux. Donc, les questions, c'est quels sont les critères en faveur d'une dénutrition chez cette patiente et aussi quel est le diagnostic le plus probable de cette cause de dénutrition, bien sûr en argumentant. Troisièmement, quelle prise en charge peut-on proposer sur le plan diététique chez cette personne? Alors, je vous demanderai donc de participer. Donc, selon vous, quels sont les critères en faveur d'une dénutrition pour cette personne? Qu'est-ce qui peut montrer que cette personne est en dénutrition? Leur poids? Le poids, c'est-à-dire on ne prend pas le poids en tant que tel, mais on va calculer l'IMC. Donc, cette personne a un IMC de 10,72. Et bon, on considère que lorsqu'on a un IMC inférieur à 13, c'est vraiment une urgence. Bon, on va le mettre plus tard. Son albuminémie, elle est à 35 grammes, elle est inférieure à 35 grammes par litre. Ça suggérait une légère dénutrition par rapport à l'albuminémie. Quoi d'autre? On calcule le NRI. Le calcul du NRI, euh, avec quoi? La formule du NRI. Est-ce que vous avez tout ce qu'il faut pour calculer le NRI? Oui, D'accord, donc on a l'albuminémie, on a le poids actuel et le poids de le poids habituel. 50 kilos avant. Voilà, donc on peut calculer le NRI. Quoi d'autre? En fait, parce que vous On a donnez aussi la des... CRP pour voir l'inflammation. La CRP, on vous la donne et elle est inférieure à 5 mg par litre. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'inflammation. Donc, il n'y a pas une pathologie inflammatoire derrière son état qui justifie sa perte de poids. Mais elle dit se sentir bien, elle dit qu'elle est normale, donc je pense que c'est de l'anorexie mentale. Ça, c'est la réponse à la deuxième question. Oui. On Madame, est... l'aménorrhée, L'aménorrhée, oui, c'est un signe, signe de mais dénutrition ou de plus, dérégulation? plus simple. Plus simple. Vous avez le calcul du pourcentage de perte de poids. Vous pouvez le calculer. Bon, je crois que c'est tout. En plus, bon, les symptômes. Bon, on a une absence d'inflammation plus une fatigabilité parce que bon, je l'ai pas noté, mais je l'ai dit. Elle se sent bien, elle est un peu fatiguée, mais sans plus. Mais elle sent quand même, malgré tout le déni, elle sent quand même qu'elle est fatiguée. Bon, le pourcentage de perte de poids, si vous le calculez, c'est moins 2 en un mois par rapport à son poids, qui était donc il y a un mois, donc il était à 33 kilos. Ça, c'est quand même 6% de perte. Et tout ça mène à une dénutrition sévère, plus le calcul du NRI. Euh, montre que cette personne, quand même, a une dénutrition sévère. Maintenant,
la deuxième question, justement, quel est le diagnostic le plus probable? Donc, vous venez de dire, vu que la personne estime avoir un poids normal malgré son IMC, on dit que c'est une anorexie mentale restrictive. Donc, restriction alimentaire sans vomissement, parce que, en fait, je vais vous envoyer le PDF. Il est détaillé que lors de l'entretien, il s'est avéré qu'elle se prive de nourriture, mais elle se fait pas vomir après avoir mangé. Donc, d'où cette réponse. Vous avez un déni des troubles et une hyperactivité parce qu'elle se sent bien, estime avoir un poids normal et pratique même une activité physique régulière. Une aménorrhée qui est secondaire à sa perte de poids et à sa restriction alimentaire. Donc tout ça peut argumenter le diagnostic d'une anorexie mentale restrictive. Maintenant, devant cette anorexie mentale, quelle prise en charge peut-on proposer à cette personne? Une prise en charge pour une personne anorexique avec un IMC de 10. Rien. Bon, apparemment, il y a quelqu'un qui essaie de parler, mais qui a une mauvaise connexion. C'est pas grave. Régime hypercalorique? Un régime hypercalorique par palier, parce elle est très dénutrie. Donc, bien sûr, à ce stade, c'est comme pour les premiers cas, comme ce qu'on a dit pour la partie théorique, ça va être par palier progressif pour lui éviter le syndrome de renutrition. Donc, vous avez deux paliers de prise en charge. Une prise en charge nutritionnelle et une qui est psychiatrique. Les deux vont ensemble. Voilà, quelqu'un qui a écrit Travailler sa conscience, c'est sur le plan psychologique, psychiatrique. Donc, la prise en charge nutritionnelle, on met une renutrition en milieu spécialisé. Parce que en dessous en dessous de l'IMC 13, on estime qu'une personne est vraiment dénutrie et on ne peut pas la renvoyer chez elle et lui donner un régime alimentaire à suivre. Il faut la mettre dans une structure spécialisée et qu'elle soit hospitalisée et suivie jusqu'à une augmentation de poids. Voilà, pour la surveiller. On peut commencer par une nutrition entérale par sonde, plus une supplémentation en phosphore, donc pour éviter le syndrome de renutrition. La nutrition entérale dans ce cas, parce qu'on peut être face à quelqu'un qui va refuser de manger vu qu'elle est en déni. Donc pour elle, elle va pas avoir faim, elle va refuser de manger correctement ce qu'on lui propose. Et lui mettre une nutrition orale dès que possible. Dès qu'elle commence à accepter de manger correctement toute sa part et tout, on va avoir le phosphore. Alors, une personne qui demande pourquoi le phosphore, j'ai expliqué la fois passée, parce que lorsqu'on donne un, lorsqu'une personne est dénutrie et qu'elle a donc un apport calorique très faible pendant très longtemps, les concentrations en ions intracellulaires vont diminuer par rapport au pompage. Donc, je vous renvoie vers l'enregistrement de la séance passée pour des détails, pour plus de détails. Mais globalement, la cellule n'a plus assez d'énergie pour maintenir des concentrations internes en ions. Et donc, le fait de faire une renutrition, bon, il n'y a pas que ça, il y a aussi par rapport à l'insuline et euh, autres paramètres. Mais le fait donc de faire une renutrition trop brutale et de donner une charge calorique supérieure, enfin normale entre guillemets, mais qui va être supérieure aux habitudes de cette personne qui est dénutrie, ça va créer une sorte de choc. Donc, avec une augmentation de l'insuline brutale, une diminution, donc une absence de vitamine B1, et aussi le phosphore, donc il est là
pour éviter les complications du syndrome de renutrition, surtout les complications liées à l'arythmie cardiaque. Donc voilà, et comme j'ai dit, je vous renvoie vers l'enregistrement de la séance passée pour avoir plus de détails bien structurés. Donc, pardon. Ça, c'est pour le volet nutritionnel. Aussi, surveillance régulière du poids et profil protéique, parce que là, elle est vraiment dénutrie. Donc, on ne peut pas se permettre de la peser 15 jours plus tard ou autre. Il faut vraiment une surveillance très régulière pour essayer d'avoir une augmentation de poids la plus régulière possible. Et aussi du profil protéique, car même si l'albumine elle est à 33 grammes, c'est pas vraiment très bas, mais il faut le surveiller pour pas que ça baisse encore et pour que ça, au contraire, pour que ça augmente à plus de 35 grammes par litre. Pour le volet psychiatrique, donc on va l'orienter vers une psychothérapie. Et en cas vraiment d'anxiété ou de dépression face à l'hospitalisation, face au diagnostic, à tout son état, le médecin peut prescrire un anxiolytique en cas d'anxiété ou de dépression pour cette patiente. Ça, c'est pour en gros la prise en charge de cette personne-là. Donc, un exemple de dénutrition dans le cas où on a une anorexie. Maintenant, je passe au troisième cas. Troisième cas, c'est une personne âgée. Donc, c'est une femme qui a 79 ans. Elle mesure 1,61 m pour un poids de 54 kg. Alors, vous avez été appelé, cette personne réside en maison de retraite ou maison de vieillesse. Ils ont remarqué qu'il y a 3 semaines, elle a perdu 4 kilos durant les 3 dernières semaines, car elle a été récemment hospitalisée pour une fracture du col du fémur, opérée et compliquée d'une pneumopathie post-opératoire, donc infection nosocomiale. Donc elle a été hospitalisée et durant son hospitalisation, elle a fait une infection post-opératoire, ce qui a dû rallonger sa période d'hospitalisation. Et euh, depuis qu'elle est sortie de l'hôpital, elle n'a plus retrouvé d'appétit et a continué à perdre du poids ça fait 3 semaines qu'elle est sortie de l'hôpital et depuis ces 3 semaines, elle a perdu encore 4 kilos. Elle ne présente pas de fièvre, ni de signes de déshydratation, c'est-à-dire que son infection, elle est guérie. Et bon, voilà, je l'ai dit, elle est résidente dans une maison de retraite. Alors, les questions, c'est quels sont les critères en faveur d'une dénutrition? Quels sont les éléments susceptibles de favoriser la malnutrition chez cette personne, étant donné son âge et sa condition? Et quelles mesures pouvons-nous donner à cette personne et comment évaluer leur efficacité? Donc, premièrement, qu'est-ce qui peut me mener vers la décision que cette personne est en dénutrition? L'albuminémie. On n'a pas l'albumine, c'est-à-dire l'albuminémie, on ne l'a pas. L'IMC, on va calculer son IMC. Son IMC, il est de 20,83. Alors, c'est un IMC normal, mais il faut savoir que chez une personne âgée de plus de 75 ans, un IMC inférieur à 21 représente une potentialité de dénutrition. Au-delà de 75 ans, l'IMC limite n'est pas à 18, mais à 21. Donc chez cette personne, on peut considérer qu'elle peut être dénutrie par rapport à son IMC. On peut également calculer le pourcentage de perte de poids. On a 3 semaines, c'est quand même inférieur à 1 mois. On peut corréler ça. Vous avez 4 kilos, donc vous pouvez calculer qu'il y a 3 semaines, elle pesait 58 kilos. Et donc calculer le pourcentage de perte, il est quand même supérieur, il est à 6%, et il est supérieur à 5% en un mois. Là, en moins d'un mois, elle a perdu 6% de son poids. Donc ça, c'est ce qui montre, c'est ce qui nous donne des indices pour dire que cette personne est dénutrie.
On ne peut pas calculer le NRI parce qu'on ne dispose pas de l'albuminémie. On ne peut pas calculer le PINI parce qu'on ne dispose pas des paramètres de l'inflammation ni de pardon, ni des paramètres des protéines. Ça, c'est pour la première question. La deuxième, chez cette personne, quels sont les éléments susceptibles de favoriser une malnutrition? Chez une personne, mettez-vous en tête que c'est une personne âgée. Qu'est-ce qui peut favoriser le fait qu'elle se nourrisse mal et donc qu'elle perde du poids avec le temps? Leur maladie. Donc, si elle a des maladies, parce que, bon, là, on dit qu'elle a juste une fracture compliquée d'une pneumopathie, mais il se pourrait qu'elle ait un diabète. Bon, on n'a pas ces données. Mais si elle a des maladies, donc, c'est pas les maladies elles-mêmes, mais qu'est-ce que ça cause, les maladies? On peut avoir une perte d'appétit chez ces personnes-là, surtout après. Donc, il y a une personne qui a une perte d'appétit. Donc, on peut avoir une perte d'appétit chez ces personnes-là, surtout après une hospitalisation. Donc, en fait, l'hospitalisation, l'infection conduit à une augmentation de l'inflammation. Une inflammation, donc, elle a des effets anorexigènes. C'est pour ça qu'en général, les personnes, quand ils sont malades, jeunes ou âgés, on n'a plus d'appétit. C'est l'inflammation, c'est l'IL-1 qui va agir au niveau du cerveau pour diminuer la sensation de faim. Et donc cette personne, même après guérison de cette infection, chez les personnes âgées, l'homéostasie ne revient pas rapidement comme chez une personne jeune. Donc elle ne retrouve pas l'appétit. La personne qui a parlé de maladie, donc est-ce que cette personne prend des médicaments? Si elle prend des médicaments, si elle prend beaucoup de médicaments, ça peut avoir des effets secondaires comme des nausées ou autres qui vont l'empêcher ou de manger. Ou aussi le fait de prendre beaucoup de médicaments avec de l'eau, ça remplit l'estomac, ça peut jouer sur le fait que la personne, au cours du repas, ne s'alimente pas beaucoup parce qu'elle va prendre ses médicaments avec de l'eau en début du repas, donc elle va être rassasiée plus rapidement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme paramètres qui peuvent influencer la prise alimentaire chez la personne âgée? Elle réside dans une maison de retraite. Donc, Elle n'a pas de famille. Donc c'est un aspect psychologique. Donc Oui. si cette personne, pour peu qu'elle ne reçoive pas, elle ne reçoit pas la visite de ses siens ou autre, donc elle peut ne pas être surveillée en maison de retraite. Bon, ça dépend le système de la maison de retraite. La maison de retraite aussi, c'est des plats qui sont standard aussi. Donc, c'est comme au niveau de l'hôpital. Ça peut être des plats qui sont pas appétissants ou autres. Donc, la personne est moins motivée à manger. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Personne âgée, elle commence à avoir des dégénérescences un peu partout. Donc, également, quelque chose qui a un lien direct avec l'alimentation, avec la prise alimentaire. Rien. Donc, par exemple, la personne âgée, en général, elle a une mauvaise denture. Donc, si elle n'a pas assez de dents ou, par exemple, elle a un dentier, mais vu sa perte de poids, il n'est plus adapté, donc elle a des... Ou même si elle a des dents, c'est-à-dire elle a des difficultés masticatoires. Elle n'arrive pas bien à mastiquer les aliments, ça la décourage pour manger. Il y a des personnes âgées qui ont des difficultés de déglutition, des problèmes de déglutition. Des personnes âgées aussi qui ne salivent pas beaucoup. Donc avec l'âge, on perd cette capacité à saliver beaucoup. Et donc la nourriture, pour peu qu'on pose à la personne une nourriture un peu sèche, avec pas beaucoup de sauce, pas humide, la personne
ne veut pas la manger, c'est désagréable pour elle de manger. Il y a une camarade qui dit la perte de goût. Chez certaines personnes, oui, on peut avoir une diminution de toutes les sensations. Donc même la sensation de goût, l'odorat peut être affecté. Donc on est moins attiré par l'alimentation. En gros, tout ça conduit la personne, si elle est mal surveillée, si elle est mal prise en charge ou suivie, ça peut la conduire à être dénutrie. Si on a la personne aussi, si on lui fait confiance, elle se met à dire elle mange deux, trois cuillères, elle vous dit j'ai plus faim, on commence à la croire qu'elle n'a plus faim, alors qu'au final, elle est en dégénérescence, elle a l'impression de ne plus avoir faim, mais elle doit manger. Si on n'insiste pas auprès d'elle, donc elle va perdre du poids, elle va être dénutrie. Donc je reconstitue tout ça. Donc, on n'a pas parlé des douleurs et troubles digestifs. Si la personne a des troubles digestifs, ça arrive souvent chez les personnes âgées. Troubles de la déglutition, difficultés de mastication. Cette personne, on ne sait pas si elle a des troubles cognitifs. Parfois, les troubles cognitifs n'apparaissent pas. Ils ne sont pas évidents. La personne a par exemple de la difficulté à s'alimenter seule, mais l'entourage ne perçoit pas ça. Il perçoit juste qu'elle mange un peu ou mal, mais la personne est vraiment en difficulté, elle n'arrive pas à manger. Donc, c'est des troubles cognitifs parfois qui ne sont pas détectés et qui peuvent mener à une malnutrition chez la personne âgée. Une prise médicamenteuse importante, on l'a déjà dit. Et donc d'autres facteurs comme vous avez énoncé, perte de l'odorat, euh, troubles psychologiques que je n'ai pas mentionnés ici. Donc, face à ça, quelles sont les mesures à prendre et après comment on va évaluer l'efficacité de ces mesures? Qu'est-ce qu'on va conseiller à cette personne? Alors, une personne âgée, dénutrie. Ah pardon, rénutrition, je voyais pas l'écran. Donc, une psychothérapie si elle présente des problèmes psychologiques. Une renutrition, donc un régime un peu hypercalorique pour reprendre son poids. Alors, chez ces personnes-là, on doit jouer sur les difficultés qui ont mené à la malnutrition. Donc, si c'est des facteurs psychologiques, on va jouer sur la psychologie, la convivialité du repas, euh, sur pas l'attraction, je sais plus comment dire, la présentation du repas. Présenter un bon repas pour donner envie à la personne de manger. On peut jouer sur la texture. Si la personne a des difficultés à déglutir, on va lui proposer des aliments qui sont faciles à avaler. Si cette personne a des difficultés à mastiquer, on va lui proposer des purées, des soupes pour qu'elle puisse les avaler facilement ou les manger facilement. On peut aussi, si la personne par exemple présente des nausées ou autres, on peut fractionner son alimentation sur plusieurs prises par jour. Comme ça, la personne peut, sur une journée, prendre toute sa ration en plusieurs petites portions. On peut aussi enrichir l'alimentation. Si la personne n'arrive pas à manger beaucoup, on va enrichir son alimentation de telle sorte à condenser l'apport protéino-énergétique dans son alimentation. Donc, je résume. Adaptation de la texture des aliments aux capacités masticatoires et de déglutition, ce que je viens de dire. Fractionnement de l'alimentation. Une alimentation enrichie pour augmenter la densité protéino-énergétique. Aussi, aide à la prise alimentaire. Si on constate que la personne quand même souffre de troubles cognitifs, on n'arrive pas à s'alimenter, on va demander que le personnel de la maison de retraite aide la personne à manger. Donc, soit elle lui présente la cuillère ou autre, ou la fasse manger carrément.
Maintenant, comment on va évaluer nos mesures? Est-ce qu'elles sont efficaces ou pas? Aussi, la prise médicamenteuse, si la personne a des médicaments à prendre, on va privilégier la prise à la fin du repas. Vu que c'est pris avec un grand verre d'eau et tout, la prise de médicaments se fera après le repas pour justement laisser l'estomac vide pour qu'il prenne le maximum d'aliments. Donc, comment on va évaluer l'efficacité de nos mesures? Des analyses sanguines, quoi exactement? On peut donc faire l'albuminémie, suivre l'albumine. Bon, la préalbumine, c'est vraiment si on est vraiment sur un cas de dénutrition sévère. On peut aussi évaluer le poids régulièrement, bilan vitaminique pour voir s'il n'y a pas de carence, une formule pour voir s'il n'y a pas d'anémie, et suivre ça régulièrement jusqu'à rétablissement de tous les paramètres. Donc, suivi du poids et des ingestats, albuminémie à long terme. Ça, c'est les critères principaux. Après le reste, formule, bilan vitaminique, etc., c'est en plus. Mais pour l'urgence, c'est le poids, les ingestats, voir combien elle mange, et l'albuminémie sur le long terme, parce que l'albuminémie, bien sûr, elle est suivie sur le long terme, vu que l'albumine, elle a une demi-vie de presque 3 semaines. Maintenant, cette personne-là, vous la revoyez dans 15 jours. 15 jours plus tard, vous revoyez cette personne. Elle a encore perdu 1 kilo, malgré tous les paramètres que vous avez mis en place, toutes les mesures que vous avez mis en place. Elle a quand même perdu 1 kilo. On a constaté une dégradation de son humeur. Elle devient plus colérique, plus agressive. Donc, là, comment on va augmenter ses apports nutritionnels chez cette personne? On a installé les mesures, on a essayé de les respecter le plus possible, mais la personne continue de perdre du poids. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, lorsque la supplémenter, oui, mais sinon, La nutrition entérale. voilà. Il y a une qui a dit on travaille le côté psychologique, mais d'accord. Donc, il faut faire appel à une équipe de psychothérapeutes ou psychiatres ou psychologues. Bon, c'est leur domaine. Ah, mais en même temps, vu qu'il y a urgence parce que la personne continue à perdre du poids, les mesures ne fonctionnent pas, il faut passer à la nutrition entérale avec une sonde nasogastrique plus nutrition orale en parallèle parce que quand même elle arrive à s'alimenter. Donc ce qu'elle peut ingérer, elle l'ingère. Là où elle stoppe, elle n'arrive plus à manger. Le reste, il lui est donné par sonde nasogastrique jusqu'à rétablissement de ses capacités à prendre, à s'alimenter correctement. Bon, ça c'est pour. Donc ça, c'est pour le T2 des nutritions. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Donc pour la partie des nutritions. Sinon, on va passer à l'HTA. Je pense pas qu'on aura le temps de finir tout le TD, mais bon, on va essayer. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vais vous repartager l'écran. Donc, l'hypertension artérielle. Je vais faire des rappels. Je voulais faire une parenthèse pour vous demander, vous faites quoi en cours? Parce que je sais pas, est-ce que vous faites tous ces chapitres en cours ou pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour me répondre?
en cas d'ulcère, etc. Bon, très bien. Mais toute façon, tout à l'heure, je vais contacter la déléguée pour voir. Parce que c'est pour voir à quel point je vais détailler certains chapitres pour pour des données théoriques. Parce que si vous faites des choses en cours, c'est inutile de les répéter vu qu'en plus, le peu de temps qu'on a pour avancer. Bref. Bon, je commence. L'hypertension artérielle, donc je vais faire un petit volet théorique et si on a le temps d'aborder les cas cliniques, on le fera. Donc, je vais commencer par la régulation de la pression artérielle. Donc, la pression artérielle est déterminée par trois facteurs. Donc, vous avez le débit sanguin. Donc, le débit sanguin, donc ou débit cardiaque. Donc, c'est la quantité de sang qui passe par le cœur, qui est pompé par le cœur par unité de temps, donc par minute ou en général c'est par minute. Ce débit cardiaque, il dépend de la fréquence cardiaque. Donc, plus la fréquence cardiaque est élevée, plus j'ai un débit élevé. Donc, plus il y a de sang qui circule, qui est pompé. C'est logique. Il y a aussi le volume du retour veineux. Donc, lorsqu'on a un retour veineux vers le cœur, ça dépend de ce volume. Ce volume va conditionner le débit cardiaque qui va en résulter. La contractilité du myocarde, c'est-à-dire à quel point le cœur peut se contracter, c'est-à-dire de manière puissante. Donc, plus on a une contraction puissante, plus le débit va augmenter. Et aussi les capacités des cavités cardiaques. Est-ce que la cavité du cœur de la personne prend, quel volume prend la capacité, pardon, excusez-moi. Je reprends. La capacité des cavités cardiaques, c'est-à-dire la cavité cardiaque chez une personne donnée, combien elle prend de volume sanguin. Plus elle prend, plus il y a de sang qui est éjecté en une contraction et donc plus le débit est élevé. Donc tous ces facteurs conditionnent le débit cardiaque. À côté du débit cardiaque, vous avez aussi la résistance périphérique, c'est-à-dire la résistance des artères. Donc elle dépend du flux sanguin. Plus il y a un grand flux, plus il y a une résistance et donc plus la pression augmente. Et aussi, ça dépend, troisième facteur, c'est la pression sanguine. La pression sanguine, elle dépend de la viscosité du sang. Il faut savoir que la viscosité du sang en temps normal, elle est d'environ 3 fois celle de l'eau. C'est-à-dire, vous avez la viscosité de l'eau. Le sang, il est environ 3 fois plus visqueux que l'eau. Et donc, ça, c'est en temps normal. Après, il y a des variations. Plus il est visqueux, plus on va avoir, moins il va circuler. Donc, plus on va avoir des différences de pression artérielle selon la viscosité du sang. Donc ça, c'est pour les facteurs qui déterminent la pression artérielle. Maintenant, pour réguler la pression artérielle, vous avez 3 niveaux de régulation, à court terme, moyen terme et à long terme. À court terme, c'est le système nerveux qui intervient pour réguler à court terme, car les afflux nerveux sont très rapides, et donc c'est comme ça qu'on régule dans l'urgence. Donc c'est le système nerveux qui régule dans l'urgence. Le système hormonal, il prend plus de temps, donc il va me réguler en général à moyen terme, quel que soit le paramètre à réguler. Là, on parle de la pression artérielle. Donc, à court terme, vous avez plusieurs types de récepteurs. Vous avez les barorécepteurs. Les barorécepteurs, c'est des récepteurs à la pression. Donc, ils vont détecter s'il y a une hypotension. Les barorécepteurs vont envoyer le signal pour activer le système nerveux sympathique. Le système nerveux sympathique va provoquer une vasoconstriction. Donc, les barorécepteurs vont détecter une baisse de pression parce qu'il y a une hypotension, donc ça va activer le système nerveux sympathique pour faire une vasoconstriction, donc augmenter la pression artérielle. Et dans le cas contraire, dans le cas d'une hypertension, c'est le système nerveux parasympathique qui est activé, donc qui a des effets antagonistes par rapport au système nerveux sympathique, et donc qui va me causer, au contraire, une vasodilatation pour diminuer la pression artérielle. Ça, c'est pour les barorécepteurs. Ensuite, on a des volorécepteurs.
c'est des récepteurs au volume. Eux, les volorécepteurs agissent avec le même mécanisme que les barorécepteurs. Donc, en activant les mêmes voies, système nerveux sympathique, parasympathique. Et vous avez les chémorécepteurs. Les chémorécepteurs sont sensibles à l'oxygène. Donc, on considère que lorsqu'il y a une baisse d'oxygène, il y a une hypotension. Car vu qu'il y a une hypotension, donc le sang ne circule pas de manière optimale, donc l'oxygène n'est pas transporté de manière optimale. Les chémorécepteurs, donc, dans le cas de l'hypotension, vont détecter la baisse de l'oxygène et cette baisse de l'oxygène donc, va activer les chémorécepteurs qui vont à leur tour activer le système nerveux sympathique pour faire donc l'effet de vasoconstriction pour augmenter la pression artérielle. Ça, c'est pour la régulation à court terme, celle qui dépend du système nerveux. Ensuite, vous avez la régulation à moyen terme. C'est une régulation hormonale. Elle se fait principalement par les catécholamines. Catécholamines, donc, qui sont l'adrénaline et la noradrénaline. Donc là, vous avez l'adrénaline et la noradrénaline, en cas d'hypotension, vont aller faire une vasoconstriction relativement rapide pour augmenter la pression artérielle. Deuxième, c'est le système rénine-angiotensine-aldostérone. Alors là, c'est au niveau du rein qu'il y aura une stimulation. On va détecter une hypovolémie au niveau de l'artériole afférente au niveau du rein. Donc, au niveau du rein, lorsque le sang arrive pour être filtré, on va détecter une baisse du volume du sang qui arrive vers le rein. Cela va activer la rénine qui va aller donc faire en sorte... Attendez, non, il y a une flèche qui manque. Me faire passer l'angiotensinogène vers l'angiotensine 1, puis l'enzyme de conversion qui va me donner l'angiotensine 2, puis l'angiotensine 2, elle va agir soit directement, soit par le biais de l'aldostérone pour me faire une vasoconstriction puissante qui va réaugmenter la pression artérielle ou la rétablir. Donc ça, c'est pour la régulation hormonale. Et vous avez la régulation à long terme, donc sur plusieurs jours. C'est une régulation de la volémie. Donc on va réguler par le débit de filtration glomérulaire. Donc débit de filtration, donc combien on va éliminer d'eau. Donc lorsqu'il y a une hypovolémie, le débit de filtration glomérulaire va augmenter. Lorsqu'il y a une hypervolémie, le débit de filtration va diminuer. Deuxièmement, vous avez l'ADH, l'antidiurétique hormone. Elle, donc, lorsqu'il y a une hypovolémie, elle va stimuler la réabsorption de l'eau au niveau du rein. Donc, on aura une baisse du volume de l'urine pour justement retenir l'eau, pour maintenir la volémie. Et l'aldostérone, de la même manière que l'ADH, lorsqu'il y a hypovolémie, elle va agir au niveau du rein. Seulement, la différence entre l'aldostérone et l'ADH, c'est que l'ADH, elle stimule la réabsorption de l'eau uniquement. L'aldostérone, elle va stimuler la réabsorption de l'eau et du sodium au niveau rénal. Donc là, c'est ce qui concerne la régulation de la pression artérielle au niveau du sang. Donc, à partir de là, on considère une hypertension artérielle avec des valeurs de 140-90 mm/Hg pris à 3 reprises en consultation. Donc, lorsqu'elle est prise par un professionnel de la santé, à 3 reprises et qu'elle est à 140-90 mm/Hg, on considère que la personne est hypertendue. Sinon, en auto-mesure, on va diminuer légèrement. Lorsque la personne se prend elle-même sa tension artérielle, on va diminuer les limites à 135-85, toujours à 3 reprises. Et lorsqu'on effectue une MAPA, on abaisse encore les seuils un peu plus bas pour définir que la personne est hypertendue ou pas. Donc,
À côté de l'hypertension artérielle, on a des facteurs de risque cardiovasculaires pour l'hypertension artérielle. Donc, ces facteurs de risque, lorsqu'on les a, on a plus de risques de développer une hypertension artérielle, voire des complications plus tard. Donc, vous avez l'âge de plus de 50 ans. C'est-à-dire, lorsqu'on dépasse 50 ans, on est plus à risque de développer une hypertension artérielle. D'ailleurs, la plupart des gens hypertendus sont âgés et la plupart des personnes âgées sont hypertendues. Vous avez aussi le tabagisme. Alors, le tabagisme constitue un facteur de risque cardiovasculaire, soit lorsqu'il est actuel ou lorsqu'il est arrêté depuis moins de 3 ans. Donc, lorsqu'on arrête le tabagisme, il faut compter environ 3 ans pour avoir les mêmes risques de développer une hypertension qu'un non-fumeur. Vous avez aussi les antécédents familiaux, bien sûr antécédents d'hypertension, mais aussi les antécédents d'infarctus du myocarde ou de mort subite d'un parent au premier degré, mère ou père. Ces antécédents conduisent à l'hypertension conduisent à un risque de développer l'hypertension lorsque cet infarctus ou cette mort subite survient avant 55 ans chez le père ou avant 65 ans chez la mère. Lorsqu'on a une mère ou un père ayant décédé d'un infarctus du myocarde ou d'une mort subite avant 55 ou 65 ans, que ce soit le père ou la mère, on considère qu'on a un risque, on a un facteur de risque en plus de faire une hypertension artérielle et des pathologies cardiovasculaires. Vous avez aussi le diabète, qui soit traité ou non, constitue un facteur de risque cardiovasculaire. Les dyslipidémies à LDL élevé et HDL bas, l'insuffisance rénale, l'obésité viscérale, la sédentarité et l'alcoolisme. Donc tout ça, c'est des facteurs de risque cardiovasculaires qui augmentent le risque non seulement de l'hypertension artérielle, mais de développer des pathologies cardiovasculaires par la suite. Maintenant, passons au traitement. Donc on a deux volets, traitement médicamenteux, traitement hygiéno-diététique. Je répète pour toute pathologie, tant que ce n'est pas très grave, la première approche, lorsqu'il y a une approche diététique à faire, toujours la première approche, c'est d'essayer d'éviter les médicaments, donc d'essayer de donner un régime à la personne. Si ce régime n'est plus efficace, n'est pas efficace, ne fait pas son effet, on complète par un traitement médicamenteux. Là, donc, bon, pour la présentation, j'ai inversé. Je vais faire les traitements médicamenteux d'abord. Donc, ces traitements sont de 3 classes. Ils peuvent être donnés soit à part, soit couplés. C'est au médecin de décider selon l'état de la personne hypertendue. Donc, vous avez principalement les diurétiques. Alors, vous avez deux sortes de diurétiques. Alors, soit ils sont hypokaliémiants, soit ils sont épargneurs de potassium. Hypokaliémiants, c'est-à-dire qu'ils vont favoriser l'élimination du potassium ou la bloquer, donc épargneurs de potassium. Vous avez aussi les bêta-bloquants. Les bêta-bloquants vont aller diminuer les taux de rénine circulante. Rénine qui va aller m'activer la transformation de l'angiotensinogène vers l'angiotensine 1, etc. Le fait de diminuer les taux de rénine va me diminuer les taux de... C'est-à-dire va me désactiver un peu, inhiber un peu l'activité du système rénine-angiotensine-aldostérone et donc diminuer un peu l'effet vasoconstricteur de ce système-là. Vous avez aussi les inhibiteurs calciques. Eux, ils vont aller diminuer la contraction des muscles lisses. Parce que quand il y a une vasoconstriction, c'est les muscles lisses qui entourent les artères qui vont se contracter pour diminuer le diamètre de l'artère. Le fait de donner des inhibiteurs calciques va diminuer la contractilité de ces muscles et donc limiter l'effet vasoconstricteur. Et vous avez les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. L'enzyme de conversion qui va donc me convertir l'angiotensine 1 vers l'angiotensine 2. Le fait de l'inhiber, on va bloquer la conversion vers l'angiotensine 2 qui va avoir des effets vasoconstricteurs. Donc les traitements médicamenteux du coup vont soit agir sur la volémie, donc ils vont diminuer le volume sanguin et empêcher la rétention d'eau, du coup faire baisser la pression artérielle. Sinon, ils vont agir pour la plupart
sur la diminution de la vasoconstriction des artères pour diminuer les excès les pics d'hypertension. Ça, c'est pour le traitement de médicamenteux. Alors, pour les mesures hygiéno-diététiques, vous avez des limitations et des augmentations. On va bien sûr limiter l'apport en sel et en sodium. Donc, en général, on demande le régime sans sel, parce que le régime sans sel, quand même, on a un apport de sodium par d'autres moyens. Avant, dans les cas graves d'hypertension artérielle, on demandait un régime sans sel strict. Maintenant, on n'est plus avec des régimes sans sel stricts parce que quand même, on a constaté que ça n'était d'aucune efficacité de faire zéro sodium. Et donc, en fait, on va limiter l'apport du sodium à 2 grammes par jour maximum, mais on va garder un apport de sodium très léger. On peut faire du sans sel, c'est-à-dire il n'y a aucun ajout de sel dans la nourriture, mais on peut manger des aliments qui contiennent du sodium. Ça, c'est dans les cas qui sont graves. Sinon, on va limiter à 6 grammes, 5 grammes selon les recommandations. On va limiter le poids, donc réduction pondérale en cas de surpoids ou d'obésité. Limitation de la consommation de la graisse saturée d'origine animale surtout, donc pour diminuer les dyslipidémies, etc., l'apport en cholestérol. La limitation de la consommation de sucre, surtout le fructose, car il a été constaté que l'apport en fructose influençait l'hypertension artérielle. Donc, il augmente. Madame, Oui, madame, alors le fructose provoquait une hypertension, c'est ça? il ne provoque pas directement. C'est pas on mange du fructose et on a une augmentation. C'est pas comme par exemple prendre du sel et on a une augmentation. Du sel. Par contre, le fructose, il agit de manière indirecte, il agit au niveau intestinal et il augmente l'absorption du sodium. C'est-à-dire, par exemple, quand vous mangez 1 gramme de sodium, au lieu d'avoir, parce que on sait tous que c'est pas 100% des nutriments qu'on mange qui sont absorbés. Il y a toujours une partie qui va partir dans les selles. Et le fait de manger du fructose va stimuler certains récepteurs et surtout lorsqu'on a une consommation de fructose chronique. Lorsqu'on a une consommation de fructose chronique, ça va augmenter un certain nombre de récepteurs, de transporteurs, pardon, du fructose et qui vont aussi transporter le sodium. Donc ça va augmenter l'absorption intestinale du sodium. Donc avec un apport normal, c'est-à-dire un apport fixe en sodium, si je consomme avec lui beaucoup de fructose, si j'ai un régime riche en fructose, j'absorbe plus de sodium que si je ne consommais pas beaucoup de fructose. Donc voilà pourquoi il faut limiter la consommation du sucre en général, mais essentiellement du fructose. D'accord, merci. De rien. Et vous avez des augmentations en fruits et légumes contenant du potassium, parce qu'il faut savoir que le ratio sodium-potassium, il a été montré une corrélation entre le ratio sodium-potassium et l'hypertension artérielle. C'est-à-dire qu'on va prendre 2 personnes avec des niveaux égaux en sodium. Ces 2 personnes ont des pressions artérielles différentes parce qu'ils ont des niveaux de potassium différents. Donc, ils se sont mis à calculer le ratio sodium sur potassium. Plus ce ratio est bas, plus la tension artérielle est basse. Plus ce ratio augmente, c'est-à-dire j'ai plus de sodium que de potassium selon le ratio, plus je risque une augmentation de la pression artérielle. Donc, il faut favoriser chez ces personnes-là, bon, pour peu qu'il n'y ait pas de contre-indication par rapport à l'insuffisance rénale ou autre, mais chez ces personnes-là, c'est bien de manger des fruits et légumes qui contiennent du potassium, comme, je cite à deux têtes, du brocoli, des bananes et autres. Vous avez aussi donc la consommation de café.
Alors, la consommation de café, suivez bien. J'ai bien mis café, mais pas caféine pure. La caféine, en tant que telle, en tant que molécule, elle va activer le système nerveux sympathique. Et donc, comme j'ai montré dans la diapo précédente, le système nerveux sympathique va créer une vasoconstriction et donc augmenter la pression artérielle. D'ailleurs, la consommation de café sur place, c'est-à-dire à effet immédiat, c'est une augmentation de la pression artérielle. Par contre, la consommation de café sur le long terme, elle aide à réguler la pression artérielle. Je vous dis de suivre. Là aussi, en fait, je fais des erreurs dans les diapos. Je ne mets pas assez d'informations dans les diapos. Il y a une étude qui a montré que les personnes qui consomment une tasse de café par jour ont plus de risques ils ont une hypertension, enfin une pression artérielle plus élevée que les personnes qui consomment 3 tasses de café par jour. Les personnes qui consomment plus de 3 tasses de café par jour ont la même pression artérielle que les personnes qui ne consomment pas de café. Et les personnes qui consomment un café par jour ont une pression artérielle élevée. Et la supposition, c'est que lorsqu'on consomme une seule tasse de café par jour, la caféine qui est présente dans cette tasse de café va m'augmenter la pression artérielle. Mais qu'au-delà de 3 tasses de café par jour, on va suggérer, faire l'hypothèse qu'il y a d'autres constituants présents dans le café, des antioxydants et autres, qui vont agir à long terme pour la régulation de la pression artérielle. C'est pour ça que j'ai mis consommation de café, mais pas de caféine pure. Donc des boissons caféinées, les boissons énergisantes avec de la caféine et tout, non. Mais la consommation de café, oui. Limite du café décaféiné, ça va contenir d'ailleurs les autres constituants hors la caféine qui vont donc m'aider à réguler la pression artérielle à long terme. N'empêche que les études ne sont pas encore approfondies pour connaître bien le mécanisme de ça pour le moment. Donc je dis café. Bon, incorporer tout ce qui est ail, gingembre frais, chocolat noir. Alors là, les études, bon, donc, ont montré des corrélations, mais il n'y a pas de preuve vraiment pas de preuve efficace. Purée, je perds mes mots. Il n'y a pas de preuve solide que c'est efficace, mais jusqu'à preuve du contraire, ça ne fait pas de mal. Donc, chez certaines personnes, ça fait son effet. Et le mécanisme derrière ça, il n'est pas encore élucidé. Donc, on peut conseiller aux personnes d'introduire dans leur alimentation quotidienne ces aliments-là pour aider à réguler la pression artérielle. Alors, vous avez aussi le régime DASH, Dietary Approach to Stop Hypertension. Ça, c'est un régime, DASH, c'est un régime qui est né aux États-Unis et qui est basé sur une consommation riche en fruits et légumes, volailles, poissons, produits laitiers, céréales complètes et fruits à coque, et une diminution des graisses saturées et des viandes rouges. Donc, ce régime se rapproche un peu du régime méditerranéen, donc aller plus vers ce type de régime alimentaire. Et vous avez aussi une supplémentation de la vitamine D. Il a été montré qu'une supplémentation de la vitamine D protège contre les complications cardiovasculaires par la suite chez les personnes hypertendues. Donc maintenant, il y a aussi des produits laitiers. Alors les produits laitiers, c'est un peu controversé, hein. Les produits laitiers, il y en a. Alors, des études in vitro ont montré que les lactopeptides contenus dans les fermentés, ils inhibent l'enzyme de conversion. Donc, in vitro, si on inhibe l'enzyme de conversion, ça veut dire qu'on va empêcher l'angiotensine 2 d'être formée et donc de provoquer une vasoconstriction. Par contre, des études réalisées in vivo ne montrent pas de résultats significatifs chez ces personnes-là. Les seuls résultats significatifs, c'était chez des personnes qui n'étaient pas habituées à prendre des produits laitiers. On a vu des résultats significatifs de la prise de ces produits fermentés. Aussi, on a constaté chez certaines personnes
que la prise de lait fermenté, comme le raïb surtout, a baissé la pression artérielle. Par contre, une consommation de l'bn est déconseillée chez les personnes hypertendues car elle augmente la pression artérielle. Là, le mécanisme n'est pas connu, la recherche n'a rien dit sur ça, mais on peut supposer une différence de conformation des lactopeptides et de composition de lactopeptides entre le raïb et le l'bn selon leur méthode leur processus de fabrication et le fait que le processus soit légèrement différent, donc ça va peut-être me déformer certaines protéines ou autre chose qui va faire donc soit contribuer à la baisse de la tension, soit à l'augmenter selon le produit. Donc là, vraiment, les produits laitiers sont à consommer, donc on essaye chez la personne. Si on voit que ça contribue à baisser, donc on garde ça chez elle. Si on voit que ça augmente, on annule. Parce que même au niveau de la recherche, il y a une controverse là-dedans. On n'est pas sûr, est-ce que ça augmente ou ça diminue, est-ce que c'est efficace ou pas efficace. Donc voilà. Donc là, c'est la partie théorique, elle est finie. J'ai dépassé l'heure. Je sais que vous avez une séance dans un quart d'heure, donc je ne vais pas passer au cas clinique. Je vais donc m'arrêter là. Si vous n'avez pas de questions,